que je qualifie d'aventure extraordinaire depuis qu'on m'a annoncé que j'avais un cancer stade 3 sur 4. J'ai conscience que c'est un peu curieux de dire ça comme ça, mais c'est vraiment comme ça que je le vis. Je m'appelle Marie-Catherine, j'ai 75 ans, je suis maman de 3 enfants, ils sont grands maintenant, et 5 petits-enfants. Alors, les grandes étapes, déjà le diagnostic s'est fait en plusieurs fois, c'est-à-dire que j'ai constaté que j'étais complètement raplapla, donc j'ai consulté mon médecin traitant qui m'a fait faire quelques examens. Dès le scanner, c'est moi-même qui ai prononcé le mot de cancer. Le premier à qui j'en ai parlé, c'est mon mari. Je crois que ça a été la phase la plus compliquée pour moi, c'est d'annoncer à mon mari et à mes enfants que j'étais malade. Ça, c'était vraiment dur. Je crois que c'est le plus dur pour moi, ça a été le plus dur pour moi. Mais ça va durer longtemps. Ok, une fois que ça a été annoncé, voilà. Ensuite, il y a eu ma gastro qui m'a annoncé donc le cancer, a eu la grande gentillesse de me trouver un terrain d'atterrissage pour les soins. Tout le monde ne fait pas ça, donc vraiment je lui rends hommage. Et donc j'ai été prise en charge à l'hôpital franco-britannique de Levallois par une équipe extrêmement compétente et surtout extrêmement à l'écoute et bienveillante. Donc j'ai eu une première intervention, et puis ce jour-là, donc l'oncologue qui m'a gardé plus de 2 heures m'a expliqué toute la trajectoire. Et franchement, j'ai pas été déçue du voyage, c'était exactement ça. Voilà, donc une première intervention début janvier. On a commencé à m'enlever des petits morceaux de moi-même. Ensuite, des hospitalisations pour chimio. J'ai eu une dose importante, m'a-t-elle dit. M'a même dit qu'elle me traitait comme une femme de 40 ans. Bon, c'était un peu rude, mais voilà. Je crois que je suis là aujourd'hui, je crois que c'est le plus important. J'ai eu deux fois une expérience assez rigolote, entre guillemets rigolote, qu'on appelle l'aplasie médulaire, où la chimie vous fait plusieurs cadeaux, notamment de zigouiller complètement les globules. On est raplapla et on est obligé d'être en isolement. Bon, voilà. On apprend à faire les choses très doucement, voilà. Ensuite, donc 3 étapes, 3 cycles de chimio qui ont nécessité pas mal de jours d'hospitalisation. Une très grosse opération au mois de mai 2023, où là on a encore déstocké de nombreuses parties de moi-même. Rechimio, 3 cycles de chimio, et jusque fin juillet 2023. Et 2 jours après la fin de ma 6e chimio, la cerise sur le gâteau, je rigole mais je fais pas... Enfin, je prends ça à la légère, alors que c'est pas léger, mais j'ai eu une crise d'épilepsie importante qui a nécessité 10 jours d'hospitalisation à Saint-Antoine. Je pense que mon corps a dû dire ça va bien comme ça, je débranche la prise. J'étais absente 2 jours, il paraît que je parlais, mais moi je me suis rendu compte de rien du tout. Voilà. Donc et depuis, c'est la phase de récupération, acceptation de plus être tout à fait comme avant, c'est-à-dire fatigable, beaucoup plus qu'avant. Je suis devenue monotache, plus lente, mais bon, je prends les choses du bon côté et j'essaye surtout de mettre toutes les choses de mon côté. Pour moi, le plus dur pendant tout ce parcours, ça a été d'annoncer à mes enfants et à mon mari que j'étais malade. Mais je reconnais, parce qu'on me l'a dit plusieurs fois, mais je le reconnais moi-même, que j'ai pas eu une attitude entre guillemets statistiquement normale. Puisque quand on m'a dit vous avez un cancer stade 3 sur 4, j'ai été capable de dire ah d'accord. Mais à l'intérieur c'était pareil. J'étais étonnamment zen pendant plusieurs mois. Il y a qu'à la fin quand même, quand j'ai dû retourner à Saint-Antoine au mois de septembre parce qu'ils avaient raté la ponction lombaire 6 fois pour faire une 7e ponction lombaire, tout d'un coup j'étais envahi par une espèce de vague de overdose, de ras-le-bol. Mais sinon voilà, j'ai vécu ça avec ma devise favorite qui est un pas après l'autre. Donc l'après-cancer, disons qu'il y a plusieurs étapes. Une étape importante, c'est la distance psychologique avec l'hôpital. Je m'explique. Depuis 2 ans, j'ai été capable de partir de Paris, à la fois physiquement et psychologiquement, que 2 fois 3 jours. Parce que j'avais la crainte de trop m'éloigner de l'hôpital. Et là, dans 2 jours, je pars avec mon mari 3 semaines. Bon, je pense qu'il y a quand même du mieux. Par ailleurs, petit à petit, j'ai noté des progrès. Je compte le nombre de marches que je monte sans avoir les jambes coupées et être complètement, voilà, raplapla. Ça va mieux. J'ai commencé par 8, maintenant j'en suis à une 30aine.
Voilà. Je sors toute seule, chose que je pouvais plus faire. Je recommence à porter un peu de charge parce que ça aussi c'était pas possible. Je prends le métro, je prends le bus. J'aime toujours pas le métro, hein, mais c'est pratique. Voilà. Par contre, du fait du traitement et de l'épilepsie, je n'ai pour l'instant pas le droit de reprendre la voiture. Voilà. Mais bon, je me fais à tout ça. Je me dis, c'est comme ça, j'avance. L'important, c'est de noter les progrès, même s'ils sont tout petits. Et puis aussi autre chose, c'est que je trouve que ça, comment dire, amplifier un tempérament que j'avais déjà, de relativiser les choses, de me dire que dans la vie, il y a un petit tas de choses fondamentales et un gros tas de bêtises qu'on confond avec le premier. Alors là, depuis la maladie, c'est vraiment, ça a été amplifié. Dire que je relativise énormément les choses, je regarde d'un air ahuri des gens qui se prennent la tête pour pour moi, c'est des bêtises, quoi. Voilà, bon. Mais en ce qui me concerne, j'essaie de me reconstruire petit à petit. Parce que c'est vrai que c'est quand même une rude épreuve. Le corps est soumis à rude épreuve entre les traitements, les interventions. Mais je crois que ce qui moi m'a toujours beaucoup aidé, c'est que j'ai toujours, bien que je sache pas dessiner, vu la vie comme une bande dessinée, parfois cruelle, parfois saumâtre, mais souvent rigolote, quoi. Voilà. Donc j'ai essayé de vivre les scènes que je vivais pendant cette période, à l'hôpital notamment, comme voilà, comme des scènes de bande dessinée. Ça m'a aidé beaucoup. Alors le premier effet secondaire de la maladie, que je prends bien soin d'appeler la maladie et de ne pas me l'approprier, c'est c'est la fatigue. J'arrive même pas à trouver le terme exact. Écrabouillé, épuisé. Bon, je vais dire raplapla, voilà. Mais vraiment, c'est le premier effet secondaire. Pour les nausées suite comment dire, aux chimio, ils donnent suffisamment de médicaments pour pas que ça soit trop gênant. Le deuxième effet secondaire, c'est un produit de chimio m'a rendu sourde d'une oreille. Bon, c'est comme ça, c'est un cadeau entre guillemets. J'ai mis des prothèses. Et puis au niveau des globules, donc c'est toujours un petit peu compliqué, mais je suis en contrôle tous les 3 mois, donc je suis sous surveillance. Ben, il faut que j'accepte, moi qui étais un peu du genre Speedy Gonzalez, il faut que j'accepte que tous les jours, alors moins souvent qu'avant, pendant la maladie, je fais du canapé. Je me repose. C'est comme ça. Je commence mon repassage au bout de, je peux pas dire 3-4 chemises. Hop, faut que je m'arrête. J'accepte. Je ne m'en veux pas. Je ne suis pas en colère. Je fais, voilà. En gros, j'écoute mon corps. J'écoute mon corps. Voilà, c'est ça. Ça me semble une leçon extrêmement importante. Et puis comment dire, une forme de raideur du corps que je trouve qui va beaucoup mieux depuis que j'ai recommencé l'activité physique. Alors je marche pas mal, mais avec l'activité physique, vraiment, ça va beaucoup mieux. Et ça, c'est important. Très, très important pour moi. Aucune des personnes de ma famille ne m'a jamais dit qu'ils étaient inquiets, mais je l'ai senti. Et moi, de toute façon, j'ai eu une détermination, mais j'ai presque envie de dire farouche depuis le début. Hors de question que je sois un boulet. Hors de question. Ni pour moi, ni pour les miens, ni pour mes potes, ni pour les soignants. Donc j'ai essayé d'être la plus légère possible. Voilà. J'ai beaucoup rigolé, j'ai beaucoup fait rigoler. Et avec mes amis, il y en a... Bon, j'ai pas mal de copines et j'ai un ami notamment qui fait de la médecine quantique. Et il m'a dit surtout... C'est très curieux d'ailleurs parce que j'avais eu des copines qui m'ont dit bon, il faut que tu aies du courage ou tu es très courageuse. Et quand on me disait ça, je regardais dans le dos. Je pense pas que je sois courageuse. Je fais avec ce qui m'arrive un pas après l'autre.
Mais mon pote, lui, il m'a donné un truc extraordinaire. Il m'a dit, ne te bats pas, parce que le cancer, en fait, c'est nous-mêmes qui nous créons le cancer. C'est nos cellules qui deviennent un peu zinzin et qui font n'importe quoi. Donc si moi je me bats contre la maladie, je me bats contre moi-même. C'est pas efficace, c'est épuisant et j'ai pas d'énergie. Donc aucun intérêt. Donc il me dit, essaye de comprendre, et ça c'est une clé extraordinaire, essaye de comprendre ce que le mal te dit. La maladie égale, qu'est-ce que le mal te dit? Et ça, franchement, c'est extraordinaire parce que ça, cette aventure extraordinaire m'en a appris beaucoup sur moi et sur les autres. Beaucoup. Et j'ai aussi une copine, j'ai eu la chance d'avoir une copine qui m'a servi de coach en chimio. Elle m'a dit, parce que quand on a peur, on est devant l'inconnu, on a peur quand même. Donc si on a peur, on se crispe. Alors ça, c'est contre-productif. Donc elle m'a dit, tu accueilles la chimio et tu lui parles. Alors je vais parler dans ma tête quand même, hein, dans ma tête. Et en fait, ça c'est formidable. Je lui ai dit, j'accepte que tu me mettes minable, mais tu fais le job. Voilà. Et ça c'est formidable parce que du coup, comment dire, j'ai toujours essayé de me détendre un maximum quand j'étais en soins, mais vraiment un maximum. Par exemple, quand on m'implantait des aiguilles dans les cathéters, etc., il y avait un geste qui était fait par l'infirmière, mais comme j'avais 2 cathéters, oui, tout le monde n'est pas riche, hein, voilà, j'en avais 2. L'autre était alimenté par un oncologue uniquement. Et ça avait l'air d'être un geste un peu compliqué. Donc je me tenais fermement au triangle au-dessus du lit, et tout le reste du corps, comme du chewing-gum, tout mou. Donc la dame, elle pouvait faire son office tranquille. Puis en plus, ça durait moins longtemps. C'est un bon truc, ça. Tout bout, tout mou, et puis voilà. Moi, j'aime bien ce que j'appelle la respiration que j'avais apprise au yoga. Inspiration, on bloque, on compte. Expiration, on bloque, on compte le même nombre. Hein. Bon, on n'est pas aux Jeux Olympiques, hein, ça ne dit pas d'être en apnée, mais ça me... Voilà. Mais c'est utile, ça. C'est très, très utile. Et puis, je dois dire que j'ai reçu beaucoup d'énergie de la part de mes proches. J'ai reçu plein de mails, j'ai reçu des coups de fil, et vraiment, je ressentais cette énergie. Et ça, c'est subtil, c'est difficile à décrire, mais c'était réel. Eh bien, dans l'hôpital où j'étais, qui est un hôpital qui n'est pas un énorme hôpital, plutôt familial, il y avait quelques soins de support. C'est-à-dire qu'il y avait une psycho, il y avait une diététicienne, il y avait une fille qui faisait on appelle socio-esthétique, voilà, un kiné. Donc j'ai déjà compris la notion de soins de support. Et j'avais vu, j'étais tombé par hasard sur un article sur l'Institut Raphaël, que j'ai trouvé le concept tout à fait intéressant. Mais à l'époque, pour moi, le Valois-Perret, où j'avais quand même mon hôpital, c'était l'Himalaya. Donc, mais je trouvais que c'était intéressant parce que je me disais que la maladie peut permettre aussi comme je l'ai dit, aller à la rencontre de nous-mêmes. Et donc, les soins de support, ça permet aussi de prendre en compte toutes les parties de nous-mêmes. Voilà. Et ensuite, comme je vois très régulièrement l'oncologue, tous les 3 mois, c'est elle qui m'a parlé de Ginkgo. Elle m'a parlé de Faustine. Hein, moi, je lui ai dit que, bon, étant donné que j'avais quand même eu plusieurs opérations au niveau abdominal, alors que je faisais de la gym avant d'être malade, même bon, c'est un peu enveloppé, n'est-ce pas? Mais la gym, c'est important, l'activité physique. Mais là, j'osais plus, j'avais peur parce que j'étais quand même pas mal cicatricielle. Et elle m'a dit elle m'a parlé de Faustine. Elle m'a dit Faustine a créé Ginkgo, appelez-la. Voilà. Parce que je lui ai dit, moi, je voudrais refaire du sport, mais toute seule, alors que j'en faisais toute seule, hein. Mais j'ose pas parce que j'ai peur de faire des faux mouvements. J'ai démarré un parcours de Ginkgo, pas seulement parce que l'oncologue en qui j'ai toute confiance me l'a suggéré, mais parce que je ressentais le besoin d'être accompagnée. D'être accompagnée dans, je dirais, entre guillemets, un plan d'action pour me reconstruire. Je crois qu'il faut savoir de temps en temps admettre que si tout seul on peut faire plein de trucs, parfois il faut accepter de se faire aider. Alors, j'ai apprécié particulièrement
l'écoute, la bienveillance, le professionnalisme et l'individualisation des prestations. Avec Ginkgo, j'ai vraiment l'impression d'être prise en compte individuellement, ce qui est le cas, hein, par rapport à mes besoins spécifiques et avec un parcours spécifique. Bon, bien sûr, dans l'éventail des prestataires que vous avez, hein, mais de façon adaptée à mes besoins. Voilà. Alors impeccable, hein, avec, je dirais, le sourire, la gentillesse, l'écoute et le professionnalisme. Et surtout, le fait que ce soit une infirmière, pour moi c'est important parce que je dirais que elle comprend bah, tous les aléas des aspects médicaux qu'on peut ressentir. Également l'accompagnement. Par exemple, elle me met des petits mots en disant Marie-Catherine, vous n'oubliez pas que vous avez rendez-vous à tel endroit, etc. Et surtout le code, parce que moi j'ai un petit problème de mémoire. Voilà. Donc l'écoute et l'accompagnement, ça donne un sentiment d'être pris en compte dans ce que nous sommes dans notre globalité. Alors donc, en gros, il y a eu 3 types de prestations. Il y a eu une prestation de diététique, j'y suis allée 2 fois. Ensuite, pour la réflexologie plantaire, donc je me déplace à Asnières, je vois Manuela. Et pour l'activité physique adaptée, j'avais 3 choix possibles. Soit en visio, soit un coach à domicile, soit je me déplace. J'ai fait le choix de me déplacer, alors même que quand on avait parlé du parcours avec Sophie, il y avait encore pour moi des choses qui me semblaient difficiles. C'est dire que moi j'habite à un quart d'heure à pied de la place de la Nation. Pour moi, aller à pied à Nation, c'était l'Himalaya. Donc là, je me suis dit, tu te bouges, tu y vas. Donc c'est ce que je fais. C'est pas très loin de chez moi, c'est près de Tuileries, donc ça va. Mais j'ai trouvé ça important aussi de partager. Là, on n'est que 2 patientes, mais de partager avec une autre. Je trouve que ça fait partie je dirais, de la resocialisation, parce que c'est vrai que la maladie m'a fait vivre une vie d'ermite qui m'a pas fait souffrir. Hein. De toute façon, j'étais pas capable de faire autrement. Hein. Donc pendant plusieurs mois, et donc se resocialiser, rebouger, se déplacer, c'est important. La réflexologie plantaire, parce que bon, Manuela c'est quelqu'un de formidable et au-delà des soins manuels, je sens une grande écoute chez cette personne, ça fait du bien. Et puis l'activité physique adaptée avec Chloé, parce que ça me permet de reconstituer des abdominaux qui étaient complètement destroy. D'ailleurs maintenant je refais de la gym chez moi, toute seule, alors que je n'osais pas le faire. Hein. J'avais trop peur de faire des mouvements qui pouvaient voilà, être compliqués pour mon état de santé. Donc je refais de la gym chez moi. Donc je sens qu'en marchant, je me tiens de plus en plus droite. Je sens que les abdos, bon, il y a encore du boulot, hein, il y en aura toujours, mais ça va beaucoup mieux. C'est compliqué comme question, parce que je crois que on est tous comme on est, on fait tous comme on peut. Mais c'est vrai que face à la maladie, y compris la même maladie, tout le monde réagit pas de la même façon. Je donne un exemple. Une amie à moi m'a dit un jour, tu verras, tu vas te dire, tu vas être révolté, pourquoi moi. Bon, moi j'ai dit, mais tu vas être révolté, à quoi ça sert quoi. Je me vois pas du tout faire ça. Donc ce que je veux dire, c'est que parmi les aidants, ils peuvent avoir affaire à des personnes qui sont révoltées, qui sont angoissées, qui sont de toutes sortes, quoi. Il y en a même qui peuvent devenir extrêmement exigeants, j'en connais, qui peuvent régresser à un stade de dépendance majeure, j'en connais aussi. Et donc, moi je crois globalement, il faut savoir aider les aidants. Vraiment. Parce que sinon, on a affaire à des patients qui épuisent, mais qui épuisent de façon grave leurs aidants. Et après, bah, je vois pas l'intérêt, quoi. En plus je dirais de l'aspect humain, d'épuiser quelqu'un qui vous aide, c'est pas possible, quoi. Mais je crois que vraiment, il faut essayer d'aider les aidants. Il faut que
aventure, entre guillemets, qui est dure, et qui permet de se révéler, soit en tant que patient, soit en tant qu'aidant, que ça soit pas un cauchemar, quoi. Même si parfois ça se termine mal, mais au moins que ça soit une phase de vie qui soit la plus riche possible sur le plan humain. C'est difficile de répondre à la question. Je suis encore une fois ni un exemple ni un modèle. Je peux juste dire comment moi je le vis, comment je l'ai vécu. Enfin moi, ma petite devise, un pas après l'autre, je pense qu'elle marche pour plein de choses, y compris quand on n'est pas malade. Juste un pas après l'autre. Vous voyez, sans se donner des ambitions démesurées, mais tranquille, quoi. Et puis accepter que parfois, au niveau de la reconstruction, il y a des pauses. Dire que c'est pas tout le temps comme ça, quoi. Il y a des fois des paliers. Pas s'énerver. Ça ira mieux demain. Puis après, c'est chacun qui trouve sa modalité. Moi, je sais que j'ai été extrêmement poussé, notamment par mon médecin traitant, pour écrire. J'écris. Ça m'aide à structurer ma pensée. Ça m'aide à, je dirais, faire sortir la vapeur, comme on dit chez les cocottes minutes. Et puis je me dis que, enfin moi, mon médecin traitant, il m'a poussé vraiment gravement en me disant, mais vous pouvez être utile. Alors j'écris, je verrai ce que je refais après. En attendant, j'écris. Alors il y en a que c'est l'écriture, d'autres c'est la lecture, d'autres peut-être c'est dessiner, faire des mots croisés, je sais pas. En tout cas, essayer de passer cette grosse vague de la façon la plus sereine possible. Voir le verre à moitié plein. Voir les choses, essayer de voir les choses de façon positive. Toujours. Toujours. Et moi, je me donne comme truc aussi, chaque jour, je dois avoir 2 ou 3 occasions de sourire. Tous les jours. Mais c'est des petits trucs de rien du tout, hein. Des petits trucs de rien du tout. De profiter de toutes les petites choses de la vie. On se balade au soleil, on marche. On marche. Ça a l'air de rien. On se rend pas compte de tout ça quand on est en bonne santé. Je marche. Je peux faire 5 kilomètres sans avoir besoin de prendre un banc. Essayer de relativiser les choses en se disant, mais ce qui pour moi était totalement anodin, ce n'est pas anodin. C'est une grâce. Vraiment. Et ça met de bonne humeur, ça donne de l'énergie. Voilà, et se contenter des toutes petites choses. Sans attendre, bah non, hein, le prix Goncourt, ou je sais pas quoi. Hein, donc pas du tout, des petites choses. J'ai écrit un petit truc là-dessus aussi sur le malaise qui est engendré par la maladie chez les proches. Moi, j'ai des copines qui m'ont dit, excuse-moi, je t'ai pas écrit. C'est pas grave, pas de compta. Mais les gens sont très mal à l'aise. Et ils ont peur de la maladie, ils ont peur de la souffrance, et ils savent pas quoi dire. Une fille que j'adorais, c'était vraiment la sœur que je m'étais choisie. Mais quand je l'appelais, je disais, oh là là, je te plains, j'entends du bruit dans l'arrière-boutique. Son gamin qui disait n'importe quoi. Il faut parler de la vie. Quand vous parlez à quelqu'un qui est malade, parlez-lui de la vie. Non, enfin, comme s'il n'était pas malade, quoi, c'est tout. Bon. C'est ok? C'est ok. Merci Marie-Catherine. Et vous partez pas en vacances? Si,